Pour la première fois en 20 ans, la violence armée s'aggrave. Pouvons-nous arrêter la violence armée sans contrôler davantage les armes et sans être traités de racistes? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. 2020 a été une année terrible pour tout, y compris la violence armée. En fait, c'était l'année la plus meurtrière en matière de violence avec armes depuis des décennies. En 2020, la violence armée a tué près de 20 000 Américains, plus que toute autre année depuis au moins 2 décennies. Cela peut vous surprendre, car il n'y a pas eu de fusillade de masse très médiatisée en 2020. Ce qui est une partie du problème. Je vais l'expliquer dans une minute. Au fait, ces statistiques sur la violence armée n'incluent pas les 24 000 personnes supplémentaires qui sont mortes l'année dernière par suicide avec une arme à feu. Comme je l'ai mentionné dans les épisodes précédents, la plupart des décès par balle aux États-Unis sont des suicides, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Mais voici de bonnes nouvelles. Dans l'ensemble, les crimes violents aux États-Unis ont chuté de façon spectaculaire au cours des 30 dernières années. Pourquoi le niveau de criminalité a-t-il baissé? Eh bien, c'est simple. Nous n'en avons aucune idée. Ok, nous avons beaucoup de théories. Des plus plausibles, comme la baisse de la consommation de drogue, aux plus farfelues, comme la baisse du niveau de plomb dans l'essence. Oui, l'essence sans plomb, pas le héros que nous voulions, mais le héros que nous méritons. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'essence. Nous allons parler des programmes communautaires d'intervention contre la violence. Dans un épisode récent, je vous ai demandé si vous vouliez en savoir plus sur ces programmes, et bon nombre d'entre vous ont répondu par oui. De nombreuses études montrent que ces programmes fonctionnent pour réduire la violence armée. Mais la plupart des gens ne les connaissent probablement pas. Au lieu de cela, lorsque nous parlons de la violence armée en Amérique, le débat porte immédiatement sur le contrôle des armes. Plus précisément, l'adoption de lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu. Ou, dans le cas du président Biden, des mesures exécutives plus strictes en matière de contrôle des armes. J'ai fait un épisode sur les mesures de contrôle des armes prises par Biden, que vous devriez regarder. Écoutez, personne n'est en faveur de la violence par les armes. Ok, presque personne n'est en faveur de la violence liée aux armes. Mais quand nous parlons de la violence armée en Amérique, cela devient immédiatement un combat politique partisan. Les démocrates parlent de contrôle des armes, les républicains parlent du second amendement, la NRA s'en mêle. Et maintenant, le contrôle des armes à feu est en fait une question de savoir quel parti politique sera lésé lors des élections de mi-mandat. Plus qu'un an avant les prochaines élections américaines. Je suis impatient. C'est comme Noël, sauf que tous vos cadeaux sont imbibés d'essence sans plomb. Et ensuite brûlés. Quoi qu'il en soit, outre les luttes partisanes, il n'est pas certain que les lois sur le contrôle des armes à feu qui font l'objet d'un débat général permettent de réduire de manière significative la violence armée. Les interdictions des fusils d'assaut et les vérifications universelles des antécédents soutenues par réflexe par les progressistes ne feront pas grand-chose pour diminuer l'essentiel des fusillades, les suicides et les violences communautaires. Et cela provient du Guardian, un journal progressiste. Donc, au lieu de se battre uniquement sur les lois de contrôle des armes à feu, pourquoi ne parlons-nous pas également d'autres moyens pour réduire la violence avec les armes à feu qui ont des preuves plus solides de leur efficacité? Comme par exemple les programmes communautaires de prévention de la violence? Il y a plusieurs raisons, très inconfortables, pour lesquelles nous n'en parlons pas. J'y reviendrai après la pause. Bon retour. À moins que vous n'ayez pas vu de publicité parce que YouTube a démonétisé cet épisode. Ce qui est certainement arrivé parce que nous parlons de la violence armée. Saviez-vous que vous pouvez soutenir Amérique dévoilée pour seulement $1 par épisode sur le site de financement participatif Patreon? Nous ne pouvons littéralement pas faire cette émission sans votre soutien. Pourquoi les programmes communautaires de prévention de la violence ne retiennent-ils pas davantage l'attention au niveau national? L'une des principales raisons est que ces programmes n'empêchent pas les fusillades de masse. Je parle du type de fusillades de masse sur lesquelles les médias nationaux se concentrent, comme celles qui se sont produites cette année à Boulder et Atlanta. Ces fusillades sont bien sûr tragiques et inquiétantes. Mais leur couverture médiatique massive déforme notre perception de la violence armée aux États-Unis. Entre moins de 1 et 3% des victimes d'homicides par arme à feu en Amérique meurent dans ce que nous considérons généralement comme des fusillades de masse.
Alors, où se produit la plus grande partie de ces violences armées? La vérité est que la violence interpersonnelle par arme à feu en Amérique est largement alimentée par des fusillades quotidiennes qui se produisent de manière disproportionnée dans les communautés de personnes de couleur mal desservies. Et voici la partie qui met mal à l'aise. Ces incidents impliquent souvent de jeunes hommes et adolescents de couleur qui tirent sur d'autres jeunes hommes et adolescents de couleur. Et cela affecte particulièrement la communauté noire. Les hommes noirs ne représentent que 6% de la population américaine et sont responsables de plus de 50% de tous les homicides par arme à feu chaque année. Pour les jeunes hommes noirs, le taux de meurtre est près de 20 fois supérieur à la moyenne nationale. Mais parler de cette question peut être un défi. Par exemple, le simple fait de dire qu'une grande partie de cette violence armée implique des jeunes hommes de couleur qui se tirent dessus donne l'impression que l'on parle de crimes de noir à noir. Ce qui est une expression tendancieuse et controversée. Cette expression a été utilisée par des leaders de la communauté noire. Mais elle a aussi été qualifiée d'offensante et de raciste parce qu'elle rabaisse les Noirs au rang de criminels. Mais si parler de la violence armée dans la communauté noire est raciste, ne pas en parler est également raciste. Bienvenue dans le discours politique américain. C'est comme boire de l'essence sans plomb. Parlons donc de certains de ces programmes d'intervention communautaire contre la violence. L'un des plus utilisés est appelé intervention de groupe contre la violence. On l'appelle aussi parfois dissuasion ciblée. Il s'agit d'un partenariat de travail entre des membres respectés et crédibles de la communauté, des chefs religieux, des prestataires de services sociaux, des chercheurs et des représentants des forces de l'ordre. L'intervention contre la violence de groupe est basée sur l'idée que, ville après ville, un segment incroyablement petit et facilement identifiable d'une communauté donnée est responsable de la grande majorité de la violence armée. Un groupuscule de quelle taille? Voici un exemple. Richmond, en Californie, est une ville d'environ 100 000 habitants située dans la baie de San Francisco. En 2009, moins de 30 hommes étaient responsables de 70% des crimes par arme à feu commis à Richmond. À l'époque, Richmond était classé parmi les 12 villes les plus dangereuses d'Amérique. Le programme Groupe Violence Intervention s'adresse directement aux personnes les plus susceptibles de commettre des crimes avec arme à feu. Il s'agit de réunions en personne avec la police, les services sociaux, les chefs religieux et d'autres militants communautaires. Ces leaders communautaires expliquent clairement à ces personnes que si elles mettent fin à la violence, la communauté les aidera à reprendre leur vie en main. Mais s'ils ne le font pas, les forces de l'ordre se montreront sévères à la demande de la communauté. En d'autres termes, la communauté et la police travaillent ensemble pour prévenir de futures violences par arme à feu. Le premier programme d'intervention collective contre la violence s'appelait Operation Ceasefire. Il a été lancé à Boston en 1996 par la police de Boston, des pasteurs noirs et des universitaires. Et après que le taux d'homicide chez les jeunes ait chuté de 63%, il a été surnommé le « miracle de Boston ». D'autres villes ont également connu le succès, notamment Stockton, Indianapolis et Lowell, dans le Massachusetts. Cela a également fonctionné à Chicago, Cincinnati, New Haven et la Nouvelle-Orléans. En fait, dans un examen de plus de 1400 études sur les stratégies de prévention de la violence communautaire, la dissuasion ciblée a produit les effets anti-violence les plus forts et les plus constants. Une stratégie similaire est utilisée par les programmes d'intervention contre la violence en milieu hospitalier. Comme la dissuasion ciblée, ces programmes offrent un soutien communautaire et des services sociaux aux personnes à haut risque. Mais ces programmes ciblent les personnes qui ont été hospitalisées à la suite d'une blessure violente grave. Il repose sur l'idée que le fait d'être hospitalisé avec une blessure par balle est un bon moment pour réévaluer ses choix de vie. Oui, c'est vrai. Le premier programme d'intervention en milieu hospitalier a été élaboré en 1993 par une organisation à but non lucratif appelée Youth Alive. Il visait à empêcher les jeunes victimes de violences de se venger de leurs agresseurs et à les aider à trouver le chemin de la sécurité et de la guérison. Une étude du programme a révélé qu'il réduisait non seulement la criminalité future, mais qu'il permettait également d'économiser jusqu'à 1,5 million de dollars par an en coûts de centres de détention pour mineurs. Il existe également des programmes de sensibilisation dans la rue. Un exemple notable est Cure Violence. Ils traitent la violence comme une véritable épidémie, ce qui se rapproche un peu de ce que nous vivons cette année. Mais l'une de leurs idées novatrices est d'utiliser des interrupteurs de violence, des personnes formées pour prévenir les fusillades en identifiant et en arbitrant les conflits dans la communauté.
Cure Violence aide également les personnes les plus à risque en leur proposant un mentor et le soutien des services sociaux. Une étude sur un programme Cure Violence dans le South Bronx a montré une baisse significative de la violence armée. Bien que ces programmes utilisent tous des stratégies d'intervention différentes, ils ont tous des points communs, comme le fait de travailler au sein de la communauté, de s'associer aux forces de l'ordre et d'apporter de l'aide et du soutien aux personnes exposées à la violence armée. Mais s'il existe des preuves solides de l'efficacité de ces programmes d'intervention communautaire contre la violence, cela ne signifie pas qu'ils réussissent toujours. Je vous dirai pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. Les données montrent que ces programmes d'intervention contre la violence peuvent fonctionner s'ils disposent des ressources appropriées. Mais les deux plus grands obstacles à la mise en œuvre d'un plus grand nombre de ces programmes dans les villes des États-Unis sont la politique et l'argent. Sous l'administration Obama, un membre du personnel de la Maison-Blanche a déclaré aux pasteurs travaillant sur ces programmes de prévention de la violence que le pays n'avait pas la volonté politique de s'attaquer à la violence dans les centres-villes. Au lieu de cela, à la suite de la fusillade de l'école Sandy Hook, l'administration Obama a déployé un plan de lutte contre la violence armée qui mettait l'accent sur des lois plus strictes en matière de contrôle des armes à feu et sur un financement de 150 millions de dollars pour renforcer la sécurité dans les écoles. Un autre problème pour ces programmes d'intervention contre la violence est qu'ils ne s'intègrent pas parfaitement dans la politique américaine de gauche et de droite. Selon un chercheur de Harvard, les progressistes veulent plus de prévention tandis que les conservateurs plus de répression. La dissuasion ciblée remet en question l'orthodoxie des deux camps. Elle met tout le monde mal à l'aise. En parlant de mettre tout le monde mal à l'aise, les programmes d'intervention contre la violence de groupe exigent également que les dirigeants communautaires travaillent en étroite collaboration avec les forces de l'ordre. Ce qui est difficile lorsqu'il y a de la méfiance des deux côtés. Cela peut donc être difficile au niveau de la politique locale également. Et malheureusement, lorsque les choses ne rentrent pas dans une case politique bien définie, il peut être difficile d'obtenir du soutien et des fonds. Et le manque de financement, d'adhésion politique et de fiabilité permanente a conduit des villes à abandonner ces programmes d'intervention communautaire contre la violence. La demande de subventions fédérales dépasse de loin les fonds disponibles. En 2012, 140 programmes ont demandé un financement au ministère de la Justice, mais seuls 15 ont obtenu de l'argent. Certains États et villes, ainsi que des fondations privées, ont également financé ces programmes, mais ce n'est toujours pas suffisant. À la décharge du président Biden, ces nouveaux décrets sur le contrôle des armes à feu comprennent des instructions aux agences fédérales pour qu'elles mettent davantage de fonds à la disposition des programmes communautaires d'intervention contre la violence. Et son plan pour l'emploi prévoit de financer à hauteur de 5 milliards de dollars des programmes d'intervention communautaire contre la violence comprenant une formation professionnelle. Bien sûr, ce plan doit encore passer par le Congrès et il n'est donc pas certain que ces financements soient un jour accordés. Mais même si ces programmes peuvent obtenir un financement fédéral plus important, ils ne bénéficient toujours pas d'un soutien politique suffisant. Par exemple, les groupes les plus importants de lutte contre la violence armée se concentrent davantage sur l'adoption de lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu que sur ces programmes d'intervention. Une partie du problème est peut-être que la plupart des Américains ne savent même pas que ces programmes existent. Il est difficile de soutenir quelque chose si l'on n'en a jamais entendu parler. Mais l'absence de ces programmes pendant la période de confinement du coronavirus pourrait être l'une des raisons de l'augmentation de la violence armée l'année dernière, ou peut-être que c'est juste un manque d'essence sans plomb. Alors que pouvez-vous faire pour aider? Partagez cet épisode avec vos amis, publiez-le sur les médias sociaux. Quand tout le monde hurle au contrôle des armes à feu, les programmes communautaires d'intervention contre la violence sont un excellent moyen d'orienter la conversation vers quelque chose qui a fait ses preuves. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci pour avoir regardé Amérique dévoilée.